Des vélos cargo totalement réinventés, des chaussures de 7 lieues, des trains fantômes pour vous rendre au campus et peut-être, sait-on jamais, des taxis volants sans chauffeur. Pour ce dernier épisode de Mon trajet vers le podcast, destination le futur. Je suis Angèle Châtelier, vous écoutez le 6e et dernier épisode de Mon trajet vers le podcast, une série consacrée à votre mobilité quotidienne, vos moyens de transport pour vos trajets domicile-campus bien sûr, mais surtout, quelles sont les solutions nouvelles pour que votre mobilité quotidienne soit plus responsable et plus durable. Je vous le disais dans cet épisode, nous nous intéressons à toutes ces innovations qui débarquent dans nos transports ou qui vont bientôt venir à vous. Nous découvrirons un vélo cargo d'un nouveau genre, des navettes autonomes électriques sur d'anciennes lignes de chemin de fer, des surchaussures qui ont le pouvoir de vous faire marcher plus vite, ou encore des outils pratiques pour arrêter de tourner en rond sur un parking à la recherche d'une place. Et pour célébrer ces innovations, nous avons la joie d'être en public à Césy Toulouse. Merci pour votre accueil. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Des innovations et des inventions dans les transports, il y en a et elles vont rythmer tous vos déplacements à court et moyen terme. Nous sommes à Césy Toulouse, donc lieu de toutes les idées et particulièrement dans le transport, notamment parce que Toulouse, c'est la référence internationale dans les domaines de l'aéronautique, du spatial, mais c'est aussi une région d'innovation, de recherche et développement. Quelques chiffres qui montrent ça, on dénombre sur ce territoire plus de 22 000 chercheurs, 400 unités de recherche et quelques 120 000 étudiants. Il semble même que des entreprises de la Silicon Valley viennent régulièrement visiter la capitale de l'Occitanie. Nous allons donc partir à la rencontre de créateurs et créatrices d'entreprises, pour beaucoup des jeunes qui repensent et font bouger la mobilité. Mais avant de me tourner vers mes invités, merci d'accueillir chaleureusement Marie Sob Esmel, étudiante en 2e année à Césy Toulouse. C'est elle qui aujourd'hui a la lourde tâche de nous partager son quotidien dans les transports. Bonjour Marie. Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je suis étudiante en prépa ingénieur à Césy. Et pour moi, il faut que je vous le dise, la mobilité au quotidien, c'est de l'organisation, de la patience et parfois un vrai défi. J'habite à Aucanville, à environ 20 km de la Beige. En transport en commun, cela me prend plus d'1h30 pour venir en cours. Donc bon, trottinette ou vélo, on oublie si je veux arriver le même jour que le cours. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas de voiture. Il m'arrive de prendre celle de ma mère quand elle est disponible, mais la plupart du temps, je dépends des transports en commun. Je jongle entre métro, bus, changement et parfois beaucoup d'attentes. Ouais, on imagine. C'est là que je me dis, il y a vraiment de la place pour innover dans les mobilités du quotidien. Des trajets plus fluides, mieux connectés et surtout pensés pour nous, étudiants, jeunes actifs ou même personnes sans permis ou sans voiture. Et encore, tu parles pas là des personnes en situation de handicap. La galère devient carrément stratosphérique. Mais heureusement, les choses bougent. Je vois apparaître des idées géniales, souvent apportées par des étudiants de Toulouse. Qu'est-ce que tu as repéré par exemple ? On a quoi ici ? Par exemple, Hermès, une start-up d'étudiants Césy qui invente une basket qui va plus vite. Côté voiture, Moïse, toujours des étudiants Césy, qui simplifie la vie dans les parkings. Kinomic, une solution pour transformer sa vieille voiture en véhicule électrique. Et côté train, j'ai repéré Ecotrain, qui veut faire revivre les vieilles lignes ferroviaires avec des capsules autonomes. Et moi, par exemple, je fais du vélo. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Eh bien, il y a Maillon Mobility, qui réinvente le vélo pour le transformer en petite voiturette. Ce que je retiens, c'est que l'innovation, elle n'a pas besoin d'être futuriste ou farfelue pour vraiment changer nos vies. Parfois, une bonne idée bien pensée, c'est tout ce qu'il faut pour réinventer nos déplacements. Et oui, merci Marie pour cette entrée en matière qui donne envie effectivement d'en savoir plus. Il y a du talent à Toulouse et on a la chance d'avoir avec nous autour de cette table certains des créateurs et des créatrices d'idées que tu as cités. À mes côtés en plateau, on retrouve Clément Chabanis et Nicolas Linard, 2 anciens élèves de Césy Toulouse qui sont à la tête de la start-up Moïse, entreprise qui entend simplifier la vie des usagers des parkings. On retrouve aussi Alexandre Zissa, fondateur d'Ecotrain, une start-up toulousaine qui veut redonner vie aux lignes ferroviaires abandonnées. Tu en parlais, Marie. Et enfin, Noémie Luton en alternance au sein de la start-up Maillon Mobility, start-up qui a développé un vélo cargo original qui séduit les particuliers et les professionnels. Par téléphone tout à l'heure, nous serons aussi avec un autre ancien de Césy, Paul Renaudy. Lui, il a carrément inventé des bottes de 7 lieues version 2020. Merci à toutes et à tous d'être là. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Clément et Nicolas de Moïse. Vous connaissez les lieux parce que vous y avez étudié ici à Césy. Déjà, Moïse, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, merci de nous accueillir. Alors, Moïse, en quelques mots, c'est une solution pour faciliter l'accès au stationnement des automobilistes.
Donc l'objectif, c'est, on a déjà tous connu cette situation quand on arrive sur un parking qui nous semble bondé et on cherche désespérément cette place libre. Et donc l'objectif avec Moïse, qu'on développe depuis la fin de nos études, donc ça fait plus de 6 mois maintenant, c'est d'apporter des informations en temps réel aux automobilistes pour les guider rapidement vers les places libres sur un parking, mais aussi d'aider les gestionnaires des parkings, donc les propriétaires de ces parkings, à repenser leur stationnement et à améliorer l'expérience de leurs visiteurs ou de leurs clients, par exemple dans le cas des centres commerciaux, dans l'objectif vraiment d'améliorer l'expérience de l'automobiliste dans l'accès au stationnement. C'est ici que vous avez songé à cette idée-là pour la première fois ? Ouais, exactement. Il se trouve qu'à côté du CESI, du coup, il y a un carrefour, un grand carrefour qui comprend plus de 3000 places. Et comme 90% des Français qui ont une voiture et 70% d'entre eux qui l'utilisent au quotidien pour aller faire leurs courses, pour aller au travail ou pour aller dans leurs activités, loisirs, etc. Ils ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Et on a rencontré beaucoup de problèmes pour aller faire nos courses, pour se déplacer. On tournait en rond pendant plusieurs minutes pour trouver cette place, cette fameuse place, le Graal. Et donc, on a également vu que sur ce parking, ils avaient employé plusieurs dizaines de personnes en début de rangée pour indiquer quelle rangée était disponible pour guider les visiteurs. Et donc, c'est de là qu'est venue notre idée. C'est le déclencheur, ouais. C'est la genèse. Et comment ça marche alors, Moïse ? Alors Moïse, c'est très simple, c'est des tout petits capteurs qui sont intelligents, autonomes, connectés, qui sont placés sur chaque place de stationnement, donc qui durent plusieurs années, plusieurs dizaines d'années en fonctionnement, et qui vont permettre, lorsqu'une voiture se gare dessus, de détecter sa présence, et donc de remonter l'information. Déjà une plateforme qui va être centralisée et qui va permettre au gestionnaire du parking de voir toutes les données en temps réel sur son stationnement, mais aussi cette plateforme, elle communique avec des panneaux d'affichage variable justement, pour dire en temps réel où sont les places libres et pour guider les automobilistes rangée par rangée. On a du mal à croire que ça n'existait pas avant. C'est quand même... Ça existe, ouais. C'est pas beaucoup démocratisé sur les parkings ouverts au public, en fait, les parkings extérieurs. Mais on a tous déjà vu ça dans les parkings intérieurs, des petites LED rouges, des petites LED vertes. Et c'est très pratique. Et donc, on s'est dit pourquoi pas le faire en extérieur, tout simplement. Au-delà de gagner du temps, en quoi c'est nécessaire d'améliorer le stationnement, la recherche de places ? Il faut savoir que 60% de la pollution urbaine est due à la recherche du stationnement en ville. Et donc pour nous, ça nous est apparu comme une évidence d'apporter une solution à ce problème qui nous concerne tous, que ce soit les étudiants, les clients des centres commerciaux, les visiteurs des villes. Tout le monde est concerné par ce problème. Voilà, et autre statistique, et après on arrêtera avec les statistiques. Il faut savoir de prendre de la hauteur aussi. On estime qu'un Français passe près de 3 mois et demi dans sa vie à chercher une place de parking. Donc c'est énorme. C'est toutes ces petites minutes au quotidien qui sont un enfer, qui engendrent du stress, de l'agacement. Nous, quand on était étudiants, c'était un stress quotidien de trouver une place autour de l'école, quand on allait faire nos courses, quand on allait au cinéma. Donc ça a été vraiment la genèse du projet. Ce projet, il est né ici en tant qu'étudiant. Est-ce que ça a été difficile de justement passer d'étudiant à entrepreneur ? C'est pas facile parce que forcément, comparé à quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience dans une entreprise, où on avait quand même 3 ans d'alternance en apprentissage, donc on connaissait un petit peu le fonctionnement d'une entreprise et ses rouages, mais c'est vrai que c'est compliqué, donc il faut se faire accompagner, faut en parler beaucoup autour de soi, faut recueillir l'avis des gens. Nous, on a la chance d'être accompagné par un incubateur, donc ça nous aide vraiment dans notre développement. Et puis surtout, à CESI, on a eu cette forme. Pendant la dernière année d'école d'ingénieur, en fait, on est formé à l'entrepreneuriat avec un projet dédié à l'entrepreneuriat qui nous informe sur la création d'entreprises, sur le marketing, sur les finances. Donc, on a déjà des notions qui sont super importantes et qui nous ont bien aidés pour la suite. Donc là, ça fait 1 an que Moïse existe, ou en tout cas a commencé à exister dans votre quasiment tête. 1 an, ouais. Quasiment 1 an. Quels sont les sites là que vous allez équiper ? C'est quoi la suite pour Moïse là, ces prochains mois, ces prochaines années ? Du coup, nous, on a eu une petite discussion avec le directeur de site qui est présent dans la salle. Petit message. Et du coup, on a prévu d'installer nos prototypes sur le parking de l'école, qui d'ailleurs gentiment nous accompagne dans ce lancement de projet. C'est super important d'être accompagné et d'être soutenu par l'école qui nous a accueillis. Et derrière, nous, on va avoir aussi des discussions avec des directeurs de site pour trouver un site pilote qui va nous servir de vitrine. Et derrière, on va pouvoir enfin lancer notre projet à fond. Là, on a parlé de Moïse, mais vous, à titre personnel, en tant que citoyen, à votre avis, comment on pourrait faire mieux ou autrement pour se déplacer ? De quel type de déplacement, d'invention, d'innovation vous rêveriez, vous ? Eh bien,
Nous, on pense qu'à l'ère du numérique, si on n'a pas des solutions un petit peu technologiques qui nous aident, tout comme l'IA peut le faire dans notre quotidien, des solutions technologiques qui nous permettraient de faciliter tous nos trajets, tous nos modes de déplacement, on trouve ça un peu bête que ça n'existe pas encore. Et donc, nous, on s'intéresse vraiment au côté ville connectée pour vraiment aider les automobilistes et les pousser à se déplacer très facilement, très simplement, et à supprimer toute cette pollution qui est inutile et qui est liée à leur mode de déplacement, surtout pour les automobilistes. Alors Alexandre Zissa, vous n'avez pas fait le CESI, mais Centrale Lille, et vous êtes installé à Toulouse depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est facile de se déplacer à Toulouse ? J'ai calculé le trajet en transport pour venir ici au CESI depuis Toulouse où nous sommes implantés. J'aurais mis 2 heures. Voilà. Donc j'ai mis 25 minutes en voiture. Donc comme toutes les grandes métropoles, voilà, il y a une certaine offre, il y a quand même une grande qualité d'offre, mais voilà, ça résout pas tout, ça n'adresse pas tous les besoins de tous les citoyens du territoire. Voilà. Alors vous avez fondé Ecotrain, vous avez décidé de ressusciter les lignes ferroviaires oubliées. Déjà, pourquoi cette idée ? C'est quoi la genèse d'Ecotrain ? Alors la genèse d'Ecotrain, c'est Philippe Bourguignon qui l'a eu. Lui, il vient de l'énergie et en discutant avec les régions sur des sujets plutôt liés à l'énergie, il s'est rendu compte que il y avait un potentiel énorme en fait de refaire vivre, de revitaliser les territoires avec ces lignes abandonnées. Ces lignes ont été abandonnées pour des raisons évidentes de rentabilité en fait. Quand on est dans des territoires très faiblement desservis, que ce soit en zone rurale, ça c'est l'évidence, mais il y en a aussi en zone urbaine. On se rend compte qu'on dispose d'une infrastructure, enfin d'une richesse incroyable de toutes ces lignes, de tous ces droits de passage. Quand on voit ici les débats qu'il y a sur la ligne TGV ou sur l'autoroute A69, on se rend compte à quel point c'est coûteux pour l'environnement, pour la société d'aller installer des nouvelles infrastructures. Et là, on dispose d'un véritable trésor que sont toutes ces lignes et tous ces droits de passage. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'avec des solutions industrielles existantes, des technologies existantes, qu'on avait la possibilité d'intégrer toutes ces briques-là pour proposer une solution rentable. C'est-à-dire qui coûte moins cher aux régions par passager kilomètre ou par kilogramme kilomètre que les solutions traditionnelles. Mais c'est sûr qu'il faut changer un petit peu l'approche. C'est ce que nous faisons. Comment vous faites justement pour redonner vie à ces lignes ? Alors, il y a vraiment un critère fondamental, c'est de baisser le besoin en subvention, donc par passager kilomètre ou par kilogramme kilomètre. C'est quasiment l'unique solution. Derrière, vous avez d'autres effets bénéfiques tels que l'impact environnemental, puisque le ferroviaire, qui plus est à basse vitesse, qui plus est complètement électrique, son impact est comparable à celle d'un vélo électrique, donc c'est extrêmement faible. Mais vraiment, le point d'entrée, c'est de s'assurer que le niveau de subvention attendu des régions, généralement, soit réduit fortement par rapport aux solutions alternatives telles que le bus ou les solutions classiques de train. Est-ce que là-dedans, il y a une volonté peut-être de concurrencer la SNCF ? Non, au contraire, la SNCF d'abord a décidé d'abandonner ces lignes-là pour des raisons logiques économiques. La SNCF propose, d'ailleurs, beaucoup râlent sur la SNCF, mais en réalité, l'offre de la SNCF est absolument extraordinaire. Quand on voyage un peu, on se rend compte de la qualité rendue. Mais c'est vrai que leur façon de penser, c'est de transporter énormément de personnes ou alors du fret en masse. Et ici, ces lignes qui ont été laissées à l'abandon n'auront jamais on parlera jamais de transport massif ni de fret en masse. Voilà. Donc là, on parle vraiment de petites lignes. Et donc, on est plutôt sur une logique de complémentarité où on vient penser de façon complètement différente. Mais justement, à quel public s'adressent ces lignes-là ? Alors, au final, c'est les publics des territoires. On parle souvent de la fracture des territoires. En France, on a eu les gilets jaunes, mais c'est un phénomène en réalité qu'on retrouve à peu près dans tous les pays.
Donc ce sont voilà, les commuters, comme on dit en bon français, qui vont travailler, qui vont faire des études et qui se retrouvent dépendants soit d'une voiture qui leur coûte très cher, qui pollue, qui leur fait perdre énormément de temps, ou alors dépendants aussi de solutions par bus, voilà, qui, dès qu'on sort des centres-villes, sont beaucoup moins fiables, confortables, disponibles, etc., que ce qu'on pourrait offrir avec une solution ferroviaire. Avec quelles difficultés vous avez pu être confronté justement avec Ecotrain? Je pense peut-être voilà, aux riverains, à la SNCF, je ne sais pas, mais à quelles difficultés vous avez pu être confronté? Le plus gros challenge que nous avons, c'est que pour réussir, il faut complètement changer la manière d'aborder le ferroviaire pour ces petites lignes, en fait. Bon, il y a des fondamentaux auxquels on ne va pas toucher. J'ai parlé de l'équation économique. Il y a bien sûr la sécurité. On parle d'un système qui, à terme, devra être autonome si on veut réussir notre coup, à la fois en termes qualitatifs, mais aussi économiques. Mais en tout cas, il faut changer complètement la manière d'approcher le sujet. Et aujourd'hui, toute l'industrie, qu'elle soit en France ou en Allemagne ou en Europe, est organisée pour installer des gros trains lourds qui transportent beaucoup de fret ou beaucoup de passagers. Voilà. Donc, il faut un peu changer la manière de penser. Cette question de l'automatisation, elle pose aussi des questions de société, c'est-à-dire que même si aujourd'hui on est capable de démontrer qu'un robot fait moins d'accidents qu'un conducteur humain, on peut accepter qu'un conducteur humain, et malheureusement il y a des accidents tous les jours, renverse une biche sur une voie ferrée. Autant il n'y a aucune acceptation qu'un robot renverse une biche. Voilà. Donc voilà, on a un certain nombre de sujets à travailler, de challenges à adresser. Voilà. Et justement, à contrario, on a parlé des difficultés, mais à quoi vous avez été confronté de positif, si je puis dire? Quel retour vous avez pu avoir? Clairement, il y a un engouement très fort des territoires. Le ferroviaire a toujours été une question de grandes structures publiques. Des régions, des grandes métropoles, des grandes villes de l'État. Et quand vous êtes une petite ville sur les territoires, parfois vous êtes un petit peu laissé pour compte. Hein. Et donc, nous, on redonne un petit peu la main à ces villes-là, aux territoires en général, pour qu'elles puissent reprendre leur destin en main avec ces solutions-là. Une fois qu'on est arrivé en gare, peut-être qu'on peut prendre un vélo cargo. Noémie Luton, avec votre start-up Maillon Mobility, vous développez un vélo cargo original. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce vélo? Oui, alors ça reste un vélo, comme vous le dites bien. C'est un vélo cargo, mais qui a la petite particularité d'être carrossé. Donc on est protégé des intempéries et du soleil aussi, par exemple. L'idée à la base, c'était de décarboner les déplacements du quotidien, parce qu'on se rend compte des limites quand même de la voiture au quotidien, que ce soit financier, écologique et aussi la perte de temps, notamment en centre-ville. Et c'était aussi l'idée d'enlever les freins à l'utilisation du vélo au quotidien, parce que on connaît tous maintenant les avantages du vélo, encore une fois, notamment en centre-ville, qui est quand même très, très pratique. Mais par contre, il y a des freins qui restent encore bien là pour de nombreuses personnes. Donc nous, on a voulu enlever ces freins-là. Il y a aussi, je crois, un système intelligent de pédalier et pas de chaîne. Pouvez nous en dire plus? C'est ça. Donc, il n'y a plus de chaîne. Donc, au niveau de la maintenance, c'est considérablement réduit. Parce qu'il n'y a plus de problème de casse. On n'a plus peur de dérailler ou quoi. Et aussi, ça fait que la cadence de pédalage, ça envoie un message au moteur d'accélérer ou non. Donc, en fait, que vous soyez, par exemple, on a une version où on peut transporter jusqu'à 250 kg. Vous pouvez transporter 250 kg et au niveau du pédalage, ne pas du tout le sentir parce que c'est pas vos jambes qui vont faire l'effort, c'est le moteur qui va faire l'effort. Donc ça permet aussi de le rendre accessible à tous, même aux personnes qui sont pas du tout habituées au vélo au quotidien. J'imagine que c'est une des raisons de ce pourquoi a été créé ce vélo, mais quelles ont été les autres motivations? Alors du coup, c'est Charles et Paulin qui ont développé l'entreprise. Donc eux, ils ont toujours utilisé le vélo, même en étant étudiants depuis toujours. Et en fait, en arrivant dans le monde du travail, ils se sont rendus compte que de nombreux collègues n'utilisaient pas le vélo. Et en fait, le matin, les parkings étaient remplis de voitures. Et en parlant avec leurs collègues, en fait, ils arrivaient au travail complètement détendus. Ils avaient fait leurs 20 minutes de vélo. Ils n'avaient pas passé le temps dans les bouchons. Ils étaient complètement
serein avec ça. Et en fait, face à des personnes qui en avaient marre de la voiture, ça coûtait trop cher. Et en fait, ils se sont dit, ces personnes-là ne veulent pas se mettre au vélo pour tous ces freins qui existent encore. Donc, en fait, on va créer la solution entre la voiture et le vélo. Justement, à quel public il s'adresse? Qui peut se servir d'un maillon? Au final, beaucoup de personnes, ça répond à de nombreux cas d'usage. Dès qu'il y a de la voiture, dès qu'il y a du vélo dans un cas d'usage, en fait, il peut y avoir cette solution-là qui est apportée. Nous, on a 2 versions du véhicule, donc une qui est vraiment 100% cargo, donc qui peut emporter 250 kg de charge. Donc là, qui est plus destinée à des activités de maintenance pour les services publics de la ville, pour l'entretien des espaces verts. Dès qu'il y a de la charge à emporter, ça peut être utilisé. Et on a une version qu'on a appelée le maillon daily, qui, elle, est plus destinée à une utilisation quotidienne, parce qu'à l'arrière, on a une petite banquette arrière qui peut emporter soit un adulte en plus du pilote, soit 2 enfants. Est-ce que c'est commercialisable? Je veux dire, combien ça coûte? Est-ce qu'on peut en acheter facilement? Oui, alors en décembre dernier, on a lancé 10 maillons en conception, qu'on vient tout juste de finir d'assembler. Donc il y en a déjà quelques-uns qui sont partis, notamment dans une office de tourisme, par exemple, pour des services techniques de centre-ville. Voilà, ça remplit de nombreux cas d'usage pour l'instant. Et donc, nous, on le propose à la vente et à la location. Donc, à la vente, ça a un coût d'achat de 10 000 € hors taxe. Et à la location, ça dépend du nombre de mois de location. En tout cas, ça dépend aussi de quel usage on a envie d'en faire. Noémie, j'ai envie de vous poser un peu la même question. Quelle invention vous ferez rêver pour vous déplacer? Est-ce que ce serait ce vélo cargo? Vous rêveriez de vous déplacer avec tous les jours si c'est pas déjà le cas? C'est ça. Du moins, je rêverais que ce soit un peu plus démocratisé et que de nombreuses personnes l'utilisent, parce qu'on se rend compte que en fait, dès qu'on le fait ici à des personnes, ils nous disent mais en fait c'est génial et c'est ce qu'il me fallait et c'est pour ça que je me mettais pas au vélo. Parce que maintenant, je me sens plus en sécurité sur la route, c'est plus rapide, je peux emprunter les pistes cyclables, mais je peux aussi aller sur la route. Donc moi, je pense que c'est quand même la solution idéale et ça devrait être plus connu. Au téléphone également avec nous, nous avons un autre ancien du CESI comme vous, Clément et Nicolas. Il s'agit de Paul Renaudy. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Vous êtes à l'origine d'un projet qui s'appelle Hermès, qui n'a rien à voir avec les sacs et les foulards. Ce projet, c'est une histoire de surchaussures qui donne des ailes en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exact, d'où le nom. Nous, avec du coup 5 étudiants et qui sont devenus forcément mes amis depuis, on a un slogan qui est marcher plus vite sans changer nos habitudes. Donc le principe, c'est des sous-surchaussures, on peut le dire comme on veut. On garde nos chaussures et on équipe Hermès à nos pieds, qui va nous propulser à peu près vers 20 km/h, mais seulement en marchant. C'est-à-dire qu'on va reprendre le principe du tapis roulant qu'on va pouvoir voir dans les aéroports ou dans les gares, qui, quand on se met dessus, on marche simplement, mais on marche plus vite que quelqu'un qui n'est pas dessus. Ce tapis roulant, il faut le voir un peu directement accroché à notre pied. Donc voilà, c'est le principe d'Hermès, se faire des sous-chaussures qu'on peut direct mettre à notre pied. On marche normalement et sans avoir besoin d'un apprentissage particulier parce que ça reste de la marche, on est propulsé à une certaine vitesse qui peut être jusqu'à 20 km/h. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, cette ambition? Alors, je fais partie aussi du campus CESI Toulouse, qui est en périphérie de Toulouse, donc pas exactement donc à la Beige, je crois que ça a été dit. Et on a énormément de bouchons le matin, et ça, voilà, c'est pour le moral, pour tous les points qui ont été cités déjà avant, on sait que l'activité quand même l'activité au moins physique est recommandée. Et on sait que beaucoup de technologies existent. Donc on a le vélo électrique, mais on a trouvé ça vraiment encombrant, et puis il va falloir trouver une place de stationnement. La trottinette qui résout un peu ce problème de stationnement, qui est un peu moins encombrant, mais qui reste instable. Où voilà, on voit pas tout le monde sur une trottinette. Pour ce qui est du skate, de l'overboard ou des rollers, là je cite plusieurs technologies qu'on peut voir quotidiennement sur nos trottoirs. Là, on a un besoin d'apprentissage qui est quand même conséquent. Pareil, on verrait peut-être pas notre grand-mère sur des skates ou des rollers. Et là, on s'est dit, il va falloir qu'on se base sur une technologie ou sur un déplacement qu'on sait tous faire, c'est-à-dire la marche. Et si on pouvait simplement marcher, mais marcher plus vite. Et c'est comme ça qu'on s'est dit que Hermès pouvait être une solution. Et on peut s'adapter à tout ce qui a été cité juste avant, d'ailleurs. Donc, j'adore les innovations qui ont été citées avant et que je ne connaissais pas toutes. Pour le multitransport. Donc, nous, le principe, c'est qu'on peut mettre Hermès dans un sac et se rendre, par exemple, en train, en bus ou autre, et finir nos déplacements avec ce multitransport. On les sort du sac et on a nos chaussures à nos pieds.
Est-ce que vous envisagez de lancer une entreprise, de développer Hermès à vraiment grande échelle? On y réfléchit. C'est vrai qu'on est 5 encore étudiants. On finit dans quelques mois, si tout se passe bien, l'école du coup. Et on y réfléchit. On ne sait pas si c'est un projet qui va intéresser des gens. Ce podcast va nous servir aussi de point d'appui. Donc voilà, on y réfléchit. On sait que la conception, elle est là. On la reprendrait sûrement et avec grand plaisir tous et tous les 5. Mais voilà, on ne sait pas s'il y a un réel intérêt. Donc on essaie de piocher les informations à droite à gauche. Je ne sais pas si le public qui est avec nous, ça vous parle, Hermès. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez utiliser au quotidien? Est-ce que ça vous aiderait? S'il y a une majorité de Toulousains dans la salle, en tout cas, il faut savoir que de la place du Capitole à la place Saint-Pierre, c'est un trajet qu'on a tous fait en tant que Toulousains étudiants, on met à peu près 10 minutes. De Jean Jaurès, qu'on connaît tous aussi, jusqu'à la gare Matabion, on va mettre à peu près 12 minutes. Et bien, pour aller donc en Hermès sur ces 2, on va dire, déplacements quotidiens quand même d'un Toulousain, on va mettre moins de 3 minutes. Donc on passe de 10-12 minutes à 3 minutes. Voilà, ça peut en faire pencher certains. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait envie ou ça peut faire peur aussi? Je pense que ça peut faire peur pour certains, le côté futuriste, mais c'est vrai que ça donne envie quand même d'essayer pour tester et pour voir vraiment le gain de temps et la praticité de l'objet. Mais je pense que sur le coup, ça fait peur. Mais une fois qu'on y est passé, je pense qu'on y reste bien volontiers. C'est ça, comme beaucoup de technologies. Ouais, c'est ça, exactement. Au départ, ça peut nous faire peur, puis après, on y prend goût, quoi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à proprement parler, justement, là, dans la mise en œuvre de votre entreprise, de votre projet d'Hermès à grande échelle? On l'a un peu dit, voilà, ça peut faire peur. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous vous confrontez, là, aujourd'hui? C'est le premier frein. Vraiment, c'est le premier frein. Nous-mêmes, on en est conscients. Et au sein du groupe, il a fallu en convaincre certains de cette techno. Et plus on est allé dans le prototype, dans une conception et dans un prototype fonctionnel, donc un produit qui marche, on s'est de plus en plus regardé tous les 5 en se disant mais là on a trouvé quelque chose qui peut être génialissime. Mais est-ce que tout le monde est dans ce délire-là? Est-ce que tout le monde a envie de prendre le risque? Et quand on parle de risque, on est quand même sur toutes les réglementations aussi des engins de déplacement personnel motorisé. Donc c'est la réglementation EDPM. Donc on a quand même conscience qu'il va falloir montrer que c'est plutôt sécure, donc safe, sécuritaire, et voilà, qu'on peut collaborer avec tous les utilisateurs de la route, mais d'une façon un peu différente avec nos produits. Noémie, Alexandre, qu'est-ce que vous pensez, vous, là, de toutes les innovations, les initiatives qu'on est en train d'évoquer ici dans cet épisode? C'est hyper intéressant de voir qu'il y a plein d'idées différentes et pour le coup, je pense pour des besoins aussi qui sont différents et des personnes différentes. Mais c'est assez inspirant et ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui se lancent là-dedans. Alexandre? Moi, je trouve qu'ils approchent leur projet avec un niveau de maturité qui me surprend toujours chez les étudiants de l'an 2025, c'est assez épatant. C'est assez vrai. Je ne sais pas si dans le public, parce que je le rappelle, nous avons la chance d'être en présence d'étudiants de CESI Toulouse. Je voudrais savoir si l'un ou l'une d'entre vous aurait réfléchi pendant qu'on discutait à ces innovations liées au transport, si ça pouvait vous donner vous aussi des idées ou si voilà, ça vous donne envie parfois de changer un peu vos usages, de poser un peu les questions aussi à nos invités. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, c'était à propos de Hermès, justement. Je me disais que ça pourrait être très intéressant parce que la plupart des inventions qui ont été mentionnées ici sont des inventions pour des trajets longue distance et courte distance. Mais moi, par exemple, habitant juste à côté de Cézy, dans une résidence étudiante où je suis à 10 minutes à pied, je trouve que Hermès peut être une bonne alternative, par exemple. Paul, je crois que vous avez un ambassadeur déjà. Pour compléter ce que dit le jeune homme et pour rebondir, on parle de nombreux moyens de transport et ce qui fait la solution réussie, c'est l'intermodalité, c'est-à-dire que tous ces modes de transport fonctionnent ensemble de manière fluide. Alors, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais y répondre quand même. C'est vrai que je ne voulais pas poser la question de quel mode de déplacement vous rêveriez. Mais c'est d'une app un peu qui consolide tous ces moyens de transport, mais pas que... souvent, on a des apps qui répondent de manière un peu bête, j'ai envie de dire, à la question, c'est-à-dire par exemple sur le critère du coût, évidemment, ou alors du temps de trajet. Mais en réalité, on peut, quand on est dans un train, par exemple, on a le temps de travailler, de dormir, de lire. On peut faire plein de choses, ce qui n'est pas forcément le cas
quand on prend l'avion. Donc 4 heures de trajet en train ne sont pas comparables à 4 heures de trajet en avion, qui correspondent en fait à un Paris-Toulouse. Donc avoir une approche un peu globale qui tienne compte de l'expérience client. Et c'est très intéressant ce que vous disiez sur le vélo caréné, c'est que l'expérience, vous avez mis un peu l'expérience des commuteurs un peu au centre, quoi, et avec cette sensation de protection. Et je pense que cette notion d'expérience, elle est fondamentale. Voilà. Donc je rêverais d'une application multimodale centrée sur l'expérience. Le message est passé, en tout cas. Un immense merci à vous toutes et tous d'être venus nous voir. Clément Chabanis, Nicolas Linard de la start-up Moïse Alexandre Zissa, fondateur d'EcoTrain, je dis à l'anglaise, EcoTrain, ça marche aussi. Noémie Luton en alternance au sein de la start-up Maillon Mobility et Paul Renaudy d'Hermès. Un infini merci aussi au public de Saisie Toulouse pour votre accueil. Je rappelle que Mon Trajet Vert est un programme d'économie d'énergie porté par l'école d'ingénieurs Saisie. Justement, nous espérons que les réflexions et les idées partagées aujourd'hui vous donneront envie d'adopter des pratiques de mobilité plus durables et plus responsables. À très bientôt. Merci. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.